Retour dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse sur la convention annuelle de l'Anacofi qui se tenait cette semaine au pavillon d'Armenonville. Nous parlons bien sûr de l'univers des conseillers en gestion de patrimoine. À mes côtés, Fabien Aknin, le fondateur, associé fondateur du cabinet Sens et Patrimoine. Bonjour Fabien. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Les parcours de CGP m'intéressent toujours. Si je puis dire, c'est votre parcours dans la banque qui vous a poussé à créer Sens et Patrimoine il y a quelques années. C'est ça Fabien? Tout à fait. Alors j'étais pas forcément prédestiné à ça. Je le prévoyais pas forcément. Mais de fil en aiguille, j'ai travaillé pendant plusieurs années auprès de différentes grandes banques dans un cadre très structuré, avec au bout d'un moment quelques contraintes qui ont commencé à peser sur moi et qui m'ont donné l'envie de créer mon propre cabinet. C'est vrai que les banques, c'est un modèle très structuré. On doit vendre toutes les solutions de la gamme, certaines sur lesquelles on est plus à l'aise que d'autres, mais on doit essayer de vendre l'intégralité. Et puis, c'est des solutions, je dirais, très souvent assez classiques. Et on n'est pas forcément sur de la personnalisation, mais sur la commercialisation de produits de la banque. Ouais. Et donc, ça réduit beaucoup le champ des possibles solutions qu'on peut proposer à nos clients. Ouais. Donc, bon, votre histoire, elle s'inscrit de toute façon dans une grande tendance, effectivement, qui est la démocratisation du conseil en gestion de patrimoine par rapport aux acteurs traditionnels qu'ont pu être les banques dans ce métier-là. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On le voit de plus en plus. Et puis, il y a un vrai besoin des clients d'avoir des conseils personnalisés, de plus en plus pointus, puis d'avoir un suivi sur un temps long avec une personne qui va être formée et compétente. Et en banque, il y a un problème récurrent qui est soulevé par les clients, c'est qu'il y a un gros turnover des conseillers, avec des conseillers qui arrivent là sans forcément avoir de larges connaissances du secteur patrimonial, alors que c'est de plus en plus technique et on est de plus en plus attendu sur ça, parce que des fois on s'aperçoit qu'on a des clients qui ont très bien fouillé les sujets. Bien sûr, oui. Aujourd'hui l'information est assez facilement disponible un peu partout et les clients se renseignent de leur côté. Quand il s'agit d'expertise justement, comment vous avez réfléchi au positionnement de Sens et Patrimoine quand vous avez créé la société et le cabinet, Fabien? Justement, j'ai essayé de la créer par rapport à ce que je trouvais qui manquait en banque. Ouais. Souvent en banque, j'étais confronté à des clients qui cherchaient des placements engagés, éthiques, durables. Et en banque, j'étais un peu frustré parce que y avait un trou dans la raquette de ce côté-là. C'était des solutions classiques, mais sans engagement particulier en termes extra-financiers. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer un cabinet avec une priorité donnée aux investissements durables, c'est-à-dire qui vont être soucieux de la préservation de l'environnement, aussi des critères sociaux dans les entreprises dans lesquelles on va investir et sur tout ce qui est sujet donc environnemental, sociaux, gouvernance. Donc j'ai voulu le donner à mon image pour pouvoir offrir cette solution-là aux clients qui les recherchent. Comment on parle de finances responsables en 2026 à ses clients, Fabien, sans refaire toute l'histoire, mais c'est vrai que la finance durable est installée dans le paysage de l'investissement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. C'est vrai qu'on est passé par des phases d'enthousiasme très fort, suivies de phases de défiance, on va dire, vis-à-vis de ces produits dits ESG. Comment on communique sur les enjeux de la finance durable et responsable aujourd'hui en 2026 ? Alors déjà, on en parle aux clients, on leur pose la question, est-ce qu'ils sont sensibles sur ces sujets-là, sans se mettre de frein. Chose que je pense, il y a encore pas mal de gens, de distributeurs, de CGP ou de personnes qui travaillent en banque, qui font encore aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de clients qui nous disent, moi je cherche ce type de solution, pour l'instant j'en ai pas forcément trouvé. Il y a des clients qui viennent et qui sont demandeurs de ce genre de solution aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, absolument. Et de plus en plus, et c'est même des clients, je vais aller encore plus loin, qui sont prêts à accepter de moindres performances financières pour avoir des placements, en phase avec leurs valeurs. Ouais. Ça, on le voit auprès de certains clients. Pas tous, c'est pour l'instant une minorité. Qui sont ces clients d'ailleurs, Fabien ? Plutôt des clients jeunes, sur une génération entre 30 et 50 ans.
Souvent, c'est plutôt cette clientèle-là, puis des clients aussi qui travaillent dans certains secteurs, je dirais le secteur associatif, le secteur social, où on va avoir une part importante des personnes qui y travaillent qui vont être sensibles à ces thématiques. Ouais. Voilà. Et pour les autres, il y a une manière de les convaincre ou de les ramener vers ces enjeux de la finance responsable, de la finance durable? Oui, il y a une manière. Alors, les CGP, je vous le disais, on n'a pas tous les mêmes convictions. Et ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, tout le monde voit l'impact du dérèglement climatique sur son quotidien. Je crois que vous venez d'une région montagneuse. Oui, c'est vrai. On le voit quand on va à la montagne, il y a de moins en moins de neige, mais ça peut être des phénomènes climatiques extrêmes. La mer qui monte, des inondations, des sécheresses prolongées, même en France, et aujourd'hui déjà en 2026. Donc le dérèglement climatique et la préoccupation de l'environnement, je dirais que elle est là sous nos yeux maintenant. Tout le monde l'a en tête. C'est plus un concept. C'est plus un concept, elle est réelle, et ça représente déjà, en termes financiers, un coût pour tout le monde. Ouais. En termes de coût des assurances, quand vous voyez les primes catastrophes naturelles qui progressent en France, en termes de coûts pour la santé, en termes de coûts des produits agricoles, on voit le chocolat qui explose parce que des règlements climatiques, mais c'est le cas sur d'autres matières agricoles. Donc c'est déjà un impact concret pour nous. Donc une fois qu'on s'est dit ça, ça va avoir quoi comme conséquence concrètement? C'est que moi, ce que je dis à mes clients, c'est que je pense qu'investir sur des supports engagés sur de la transition énergétique et de la transition environnementale, ça va être porteur d'un point de vue financier pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommateurs qui vont aller acheter des biens et des services d'entreprises engagées sur ce secteur-là. Donc ça va faire une demande croissante dessus, et au contraire, ils vont se détacher de plus en plus je dirais, secteurs plus polluants. Et puis, on a aussi les pouvoirs publics qui voient que c'est un coût important pour l'État, pour les administrations, et donc ils vont flécher de plus en plus l'économie vers des secteurs qui la préservent. Ça peut être par exemple les mobilités propres, ça peut être l'industrie là aussi propre, avec des solutions qui vont réduire l'impact environnemental, tous ces sujets-là. Et donc, que vont faire les pouvoirs publics? Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que très certainement, ils vont continuer à essayer d'inciter via l'outil fiscal à des solutions respectueuses de l'environnement, et à l'opposé, ils vont taxer de plus en plus d'autres solutions polluantes, voire même procéder à des interdictions. On l'a déjà vu en France avec l'interdiction des vols aériens sur là où il y a des alternatives en termes de transport ferroviaire en moins de 2 ou 3 heures. Ah ouais. Donc ça va devenir un sujet de plus en plus prégnant. Donc je dis à mes clients, au contraire, saisissez-vous maintenant des sujets de la transition environnementale, parce que je pense que d'un point de vue financier, ça va aussi vous servir pour le futur. Ça reste le sens de l'histoire. Effectivement, un autre axe de développement important pour vous chez Sensei Patrimoine, c'est le sujet de la transmission d'entreprise, et même de la grande transmission, puisqu'on a, selon les estimations, peut-être plus de 300 000 entreprises en France qui vont devoir être transmises dans les prochaines années. Et là, le CGP que vous êtes, il est au cœur de ces enjeux, en accompagnant les chefs d'entreprise vers ces sujets de transmission. Bien sûr. Alors le chef d'entreprise, mais pas que, c'est un très gros enjeu. La transmission de patrimoine, d'ailleurs, c'est l'une des thématiques qui revient le plus, l'un des besoins qui revient le plus de la plupart de nos clients. Comment optimiser la transmission de patrimoine? Alors, c'est un sujet qui est très technique, beaucoup plus sensible et compliqué qu'il n'y paraît. Souvent, quand on pense à optimiser la transmission de patrimoine, on pense à la fiscalité, et à raison, puisque quand on transmet en ligne directe, on peut avoir des droits de succession qui peuvent monter jusqu'à 45%. Quand on est hors lien de parenté, jusqu'à 60%, donc c'est un vrai sujet. Mais il y a aussi d'autres sujets en termes de transmission de patrimoine. Je pense par exemple à la faciliter la transmission de patrimoine d'une génération à une autre. Par exemple, si on a un patrimoine avec beaucoup d'immobilier, très peu de financiers, comment font les héritiers pour payer les droits de succession sur lesquels on a 6 mois pour les payer, sachant que vendre un bien immobilier, c'est compliqué, c'est long. Et si la succession arrive dans un moment où le secteur de l'immobilier n'est pas forcément très porteur, ça peut être compliqué. Ça peut être aussi des questions sur comment protéger mon conjoint, comment protéger mes enfants, dans l'autre sens, et puis aussi faire face à
des structures familiales qui sont de plus en plus complexes. Ça c'est sûr. Avec des enfants pas forcément communs. Des recompositions, bien sûr. Voilà. Donc là aussi, ça demande de plus en plus de technicité. Et enfin, là où je vous disais c'est piégeux, alors je vais vous donner un exemple concret. Ça peut aussi créer beaucoup de conflits entre les héritiers, entre les enfants. Je prends un exemple. Vous faites une donation simple à vos enfants. Et bien là, si dans ce que vous avez donné, on va regarder le jour où vous décédez, la valeur de ces donations au jour de votre décès. Si la donation pour l'un a pris de la valeur, il va devoir donner une partie de l'enrichissement, la moitié de l'enrichissement à son frère. Je prends un exemple concret. Vous donnez 100 000 euros à vos 2 enfants. Vous avez l'un de vos enfants avec ça qui s'achète une voiture de luxe et l'autre qui va créer une entreprise avec ses 100 000 euros. On va regarder ce que ça a donné au jour de votre décès. Celui qui a eu la voiture de luxe, au jour de votre décès, la voiture de luxe, elle vaut 0. Elle vaut plus rien parce que c'est décoté. L'autre, il a créé une entreprise qui a été fructueuse. Avec un peu de succès. Voilà. Avec ses 100 000 euros, cette entreprise, elle vaut au jour de votre décès 1 million d'euros. Et bien là, il doit donner la moitié de ce million d'euros, donc 500 000 euros, à son frère. Sachant qu'il n'a pas forcément de cash, puisque tout est dans l'entreprise, comment il fait? Là, je peux vous dire que ça peut créer des crispations assez fortes entre les deux frangins. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Voilà, on fait une donation simple qui peut être faite via un formulaire CERFA ou chez le notaire. Attention, ça peut être très piégeux, ça peut créer des conflits entre les héritiers au jour de votre décès. Une transmission, on y pense à partir de quel âge, Fabien? Le plus tôt possible. Il n'y a pas d'âge. Le plus tôt possible. Non, mais c'est une phrase, c'est vrai, toute faite, mais c'est vrai. Plus on se pose les questions tôt, plus on va avoir le temps de l'anticiper. Mais ouais, alors je serais tenté de vous dire 30-40 ans, mais après, voilà, ça va dépendre de la situation familiale, la situation patrimoniale. Si on est chef d'entreprise, a fortiori, il y a des besoins encore plus importants. Mais en tout cas, voilà, plus on le fait tôt, et plus on peut la préparer en amont et mettre en place des solutions qui vont venir faire en sorte que ça se passe le mieux possible, finalement. Merci beaucoup Fabien, merci d'avoir été avec nous à l'occasion de cette convention annuelle de l'Anacofi. Fabien Aknin, associé fondateur du cabinet Sens et Patrimoine.